national des agents Citroën. LCI 15h30 de retour sur le plateau du club avec encore énormément d'interrogations autour de cette explosion qui a eu lieu ce matin sur le pont de Kertch en Crimée. Une attaque à la voiture piégée qui a détruit une partie du pont routier et endommagé l'autre partie ferroviaire. Au-delà des dégâts, c'est aussi et surtout un nouveau coup dur, très dur d'ailleurs pour la Russie, d'autant que ce pont est éminemment stratégique. On va voir ça dans un instant, mais d'abord il y a cette information qui dit que la Russie remplace le commandant de son offensive en Ukraine. Alors évidemment, on serait tenté de faire un lien. Ça n'est sans doute pas le cas parce que cette annonce avait été faite avant, bien sûr. Malgré tout, est-ce que ça vous surprend, en général, qu'on puisse comme ça, encore une fois, limoger quelqu'un qui est en charge de ce dossier épineux qu'est l'Ukraine parce que ça ne fonctionne pas et que manifestement, on a beau remplacer les gens et limoger les gens, ça ne semble pas fonctionner mieux. Oui, alors c'est simplement un acte, une décision politique de Poutine vis-à-vis de son opinion intérieure. Le fait de changer ce général, qui était peut-être bon ou pas mauvais, je n'en sais rien, par un autre ne change rien parce que l'armée russe n'existe pas en tant qu'armée, en tant qu'armée organisée, etc. Elle n'existe pas. Donc vous pouvez changer autant de fois le général que vous voudrez, si vous n'arrivez pas à former une armée instruite, avec un corps de sous-officiers valable et des gens qui aient confiance en leur hiérarchie, ce qui n'est absolument pas le cas. Quand on voit tous les messages personnels qui sont envoyés par ces soldats à leurs familles, ça montre bien qu'ils n'ont aucune confiance dans la hiérarchie russe. Donc ça ne peut pas fonctionner. Mais quand vous nous dites l'armée russe n'existe pas, bien sûr qu'elle existe, mais ce que vous voulez nous dire, c'est que les soldats, eux, ne sont ni formés comme une vraie armée, et que par ailleurs, les strates qui peuvent s'imposer entre littéralement les soldats et Poutine sont en fait des strates un peu inutiles et qui n'ont pas de réel rôle finalement. Je ne dirais pas qu'elles sont inutiles, mais ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, c'est un système totalement vertical. Donc les troupes russes sur le terrain sont incapables de réagir instantanément à quelque chose. Ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens, qui sont remarquables sur le plan organisationnel et qui sont tout à fait capables, à un niveau très bas, de monter des contre-attaques ou de monter des choses, ce que sont tout à fait incapables les Russes. Bogdan Obradz, quand on voit justement que la Russie remplace un énième commandant, j'imagine que c'est de nature à faire plaisir aux Ukrainiens qui voient que leur contre-offensive non seulement fonctionne, mais en plus met à mal pas mal de strates là aussi dans l'armée russe. Oui, force est de constater qu'il y avait aussi un grand nombre d'officiers, surtout de hauts officiers haut gradés qui étaient morts en Ukraine pendant la guerre. Effectivement, ils ont du mal. En revanche, force est de constater aussi, c'est que maintenant les Russes aussi se posent la question. Déjà, on remplace la énième fois, donc l'opération spéciale, déjà c'est long, et il y a toujours des remplacements, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est surtout les Russes qui doivent se poser des questions. Arlette Chabot, vous disiez pendant la publicité, je me permets de déflorer un petit peu ça, vous disiez quelle surprise, une nouvelle fois, de la part de nous, occidentaux, de constater qu'on a été un peu dupés sur l'état de la Russie, sur le fonctionnement de ses armées. En fait, on a beaucoup fantasmé quelque chose qui, dans les faits, ne se produit pas du tout. Dans notre imaginaire, on avait le souvenir sans doute de l'armée russe, Stalingrad, et on avait l'image annuel des défilés militaires sur la place rouge. Alors on est toujours sensible, nous, peut-être aux défilés militaires, mais on avait l'impression, dans un pays qui était quand même, on le savait, en grande difficulté économique, on l'a vu à la fin de l'Union soviétique, on savait que tout ça tenait de façon un peu bizarre et que l'industrie, l'économie n'était pas performante, mais dans cette espèce de désordre global, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui tenait, c'est vrai, c'était cette armée rouge qui faisait peur et dont visiblement le peuple russe et ses dirigeants étaient aussi fiers. Encore une fois, les images place rouge, c'était quand même fondamental dans notre imaginaire, dans l'histoire de ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au fond, ce qui restait de fort est en train effectivement de se déliter totalement sur le terrain, à la tête aussi. Et si le pouvoir commence à se déliter, il peut changer. Là, il y a une semaine, on a viré l'homme
en charge de l'intendance, entre guillemets, comme disait le général de Gaulle, des armées. Donc rien ne marche. Et donc, effectivement, je rejoins ce que disait tout à l'heure le général, au bout du compte, on arrive à l'entourage de Vladimir Poutine. Parce que, effectivement, si chacun est mis en cause, il y a du limogeage, on remonte à chaque fois du niveau et on doit imaginer effectivement les interrogations autour de Vladimir Poutine. Justement, général. Alors, Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, a réformé l'armée russe. Il a mis énormément d'argent. Mais quand il mettait 10, il y en avait 9 qui partaient dans la poche des généraux ou des industriels. Et l'armée n'était pas équipée au niveau d'investissement. Et ça, je ne sais pas s'il ne l'a pas vu ou s'il n'a pas été informé, mais l'armée russe, au moment de l'invasion de l'Ukraine, n'était pas du tout ni au niveau matériel, ni au niveau de ravitaillement, au niveau carburant, au niveau des rations. Ils ne recevaient même pas les rations. Hein, et donc, ils mouraient de faim. C'est une des raisons. Entre autres, ils ont complètement pillé l'Ukraine, les parties occupées de l'Ukraine. On a déjà écouté Pova. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je dirais que le régime de Poutine lui-même, il devient maintenant piégé par son propre piège qu'ils ont construit. Parce que la chose principale qui a été interdite pendant l'époque de Poutine pour la société civile, pour quelqu'un qui a vu que quelque chose passe mal, c'est quoi? C'est contredire. Ça veut dire que si je vois un manque, si je vois un trou et je dis écoutez ça, c'est pas bien. Et après, son entourage, l'équipe, je ne sais pas, gouverneur, qui dit que ah mais non, c'est bien, on va vous chasser et tout va bien. Et tout ça, c'est passé chaque niveau, y compris dans l'armée. Maintenant, les députés qui portent parole dans Douma en disant oh, tout est disparu, mais comment ça va? Mais écoutez, c'est ONG, Transparency International et beaucoup de petites ONG sur le place qui surveillent ça. Mais c'est juste, ils contredisent, ils ont remarqué cette situation, la vérité, ils ont été totalement éliminés. Mais pourquoi? Parce que je pense que l'entourage de Poutine ne croyait pas vraiment qu'il va faire la guerre. C'est pourquoi ils pensent, d'accord, on vole, mais c'est propagandiste, que c'est crâne, ils proposent la guerre, mais nous ne voulons pas. Et après, on a reçu ces résultats. Maintenant, aucune vérité à côté de lui et je ne sais pas qu'est-ce que vous décidez le souci parce que même en Russie il manque des gens. Je peux vous dire que je viens de ville fermée qui est bien gardée en réseau de nucléaire, qui est gardée pour ministère de Défense. Et il y a 10 ans, ça me semble à partir de 2005, on avait dans la ville nucléaire fermée une marque d'hommes pour garder. Et c'est pourquoi on a fait le contrat avec des femmes. Et des villes fermées aujourd'hui sont gardées par des femmes militaires. Je peux vous dire que c'est peut-être bon combattant aussi, comme les hommes, mais en tout cas, ça montre déjà une capacité de système de remplacer des hommes. Oui. Et bien justement, écoutez le constat qui est en effet justement sur le terrain. Écoutez cet extrait qui semble finalement être une sorte de mutinerie dans la région de Belgorod. Écoutez. On nous traite comme du bétail. Personne n'a besoin de nous. Il n'y a pratiquement aucun entraînement. On ne mange que ce qu'on s'achète nous-mêmes. On dépense des putains de fortunes juste pour pouvoir manger. Et on ne vous parle même pas des munitions. Ici, on nous donne un kit de combat. C'est-à-dire des munitions de combat, on les a simplement trouvées dehors, dans notre camp. On est mentalement instable là. Il n'y a aucun putain de contrôle médical. Le jour de notre arrivée ici, on a dû vivre dehors. Et pareil le deuxième jour, puis le troisième. Regardez combien d'armes on a. Pas une seule n'est enregistrée au nom d'un soldat. C'est l'article 222 du code pénal russe. Les fusils d'assaut sont sortis des réserves, ils ne sont comptabilisés nulle part. Nos armes datent des années 70 ou 80. Les gens ici sont malades, ils ont des pneumonies, ils ont de la fièvre. Les casques sont mous et on les enfonce avec un doigt. La majorité des soldats n'ont ni casque ni gilet pare-balles. Mettez ça sur Telegram. Christian Maigrelis, c'est assez éloquent ce qu'on... C'est dramatique, oui, c'est dramatique. C'est dramatique, mais malgré tout, en changeant un commandement, on ne va pas non plus rester dans cette situation. Non, c'est un problème. C'est le problème de base de la Russie et de l'Union soviétique depuis des dizaines d'années. Et là, malheureusement, la perestroïka, le changement de régime, l'abolition du Parti communiste n'ont rien changé à tout ça. La mentalité est restée la même. Chacun travaille pour soi, chacun a raison et chacun tire tout ce qu'il peut de ce qu'il a. Regardez
la conquête de la Lune, ça c'est la défaite des Soviétiques par rapport aux Américains sur la Lune, elle s'explique par ça. Je ne peux pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais je pourrais un jour. Eh bien, chaque fois que la Russie s'est trouvée, ou l'Union soviétique s'est trouvée en face d'un problème majeur, elle n'a pu le résoudre que par la coercition. C'est pour ça qu'elle a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce qu'elle a fait tuer 20 millions d'hommes. Alors on ne va pas s'en plaindre parce que ça nous a sauvé la vie, à nous. Sinon on parlerait allemand en France aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle vit sous le régime de la coercition et que quand il n'y a pas de coercition, il y a corruption. Roscosmos, les 3/4 du budget de Roscosmos au cours des 20 dernières années ont été mis dans des comptes en banque secrets à l'étranger. Et Roscosmos ne fait plus de fusées. Ils sont obligés de prendre, récemment, elles ont pris la navette américaine pour aller sur... Mais alors, ce que je trouve par contre de très rassurant dans tout ça, c'est qu'au-delà des politiques, il y a un dialogue entre les militaires russes et les militaires américains. Et c'est un dialogue constant. On l'a annoncé à plusieurs reprises, le chef d'état-major, le chef d'état-major ont communiqué par téléphone ou par télévision, je ne sais pas. Mais il y a une communication, et vous en parliez tout à l'heure, cette communication permanente entre les deux états-majors, c'est ce qui va nous sauver d'une guerre nucléaire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. D'autant, Arlette Chabot, qu'il y avait eu aussi pas mal de contestations, notamment dans les médias russes, parce que depuis plusieurs jours, ça fait quand même quelques jours qu'on constate ça, même les éditorialistes les plus propagandistes commençaient à avoir quelques doutes, commençaient à mettre un petit peu en doute la parole et des généraux et de Vladimir Poutine. Voilà, ils critiquaient ouvertement tout ce qui pouvait être fait sur le terrain, et ça aussi, ce qu'on voit aujourd'hui, le commandant qu'on essaie de remplacer, c'est peut-être aussi une réponse à cela, c'est-à-dire pour essayer de parler à l'opinion qui voit qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est quand même la première guerre où les réseaux sociaux permettent quand même de diffuser un certain nombre. Évidemment, c'est des scènes qu'on n'a jamais vues, des soldats qui filment, qui racontent. Bon, il y a intercepté effectivement ces communications par ceux qui savent le faire, mais on a du témoignage direct. C'est vrai que depuis une semaine, on a tous dit, évidemment, parce que c'était l'offensive sur Kherson qui venait totalement plomber, si j'ose dire, l'opération communication annexion de Vladimir Poutine et son grand discours de déclaration de guerre à l'Occident, enfin un de plus. Mais là, on voit bien qu'il y a eu une contestation. On a vu Kadyrov, ses proches, on a vu la contestation, les doutes qui touchaient aussi des militaires sur le terrain, ceux qui sont engagés et qui ne sont pas équipés, n'ont rien à manger, ne sont pas soignés, on vient de les entendre. Et les propagandistes, effectivement, sur les chaînes de télévision qui réclament depuis une semaine qu'on dise la vérité, ce qui est quand même, pour nous, la moindre des choses, mais qui pour eux est quand même révolutionnaire, de dire qu'ils souhaitent qu'on dise effectivement la vérité. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment, au fond, que tout un peu se délite, et on ajoute à ça, effectivement, les changements décidés par Poutine sur les responsables militaires, jusqu'à, effectivement, les informations qui sortent dans la presse américaine, sur l'entourage et des proches de Vladimir Poutine qui lui disent maintenant ça ne va pas du tout, il faut effectivement tout changer. Donc tout ça, c'est une série d'indices, effectivement, de faits qui montrent que, encore une fois, bah oui, le système est quand même atteint. Et je ne suis pas très optimiste, parce que je pense depuis le début qu'on ne va pas dire Poutine a perdu, les Russes ont perdu la guerre. On l'a dit au 3e jour, c'est pas du tout ça. On ne prend pas nos désirs pour des réalités. Mais on sent bien que ça se défait. Et puisqu'on parle justement des médias russes, en fonction de ce qui peut se passer sur le terrain, et bien justement cette explosion du pont de Kerch, sur le pont de Kerch, qu'en disent les Russes? Eh bien Liseron Boudoul, qui est l'envoyé spécial de LCI et TF1 en Russie, a pu prendre un petit peu le pouls et nous dire exactement comment ça se passait. Écoutez. Écoutez, c'est Vladimir Poutine lui-même qui prend les choses en main depuis ce matin ici à Moscou, et ce n'est pas anodin. Alors il a ordonné une enquête criminelle pour déterminer les circonstances exactes de ce que l'on appelle ici un acte terroriste. Et puis il a envoyé en urgence une équipe officielle sur place, composée de spécialistes militaires du transport et d'hommes du FSB, les services de renseignement. Voilà. Mais dans le même temps, le discours des autorités se veut rassurant. Pas question aujourd'hui de paniquer la population russe. Alors on explique que ce pont n'est que partiellement endommagé et non pas détruit. Et puis sur les télévisions russes, eh bien c'est un peu
la même chose depuis ce matin. Bien sûr, on montre des images de ce pont en feu, mais les présentateurs expliquent que ce feu va être très vite éteint et que le pont va être réparé dans les jours qui viennent. Et oui, évidemment, la Russie qui se veut rassurante, hein, on imagine bien pourquoi. Elle a déjà écouté Povin. Malgré tout, là, bon, on a vu, hein, c'est quand même quelque chose de très important qui se passe du point de vue militaire, du point de vue de la guerre. En Russie, on en fait assez peu cas. Mais ce qu'on pourrait faire désormais, c'est qualifier, comme l'a fait la Russie il y a quelques heures, qualifier tout cela de terroriste, de manière à ce qu'on puisse derrière lancer une opération antiterroriste, ce qui permettrait à ce moment-là de légitimer et de justement justifier cette guerre, cette opération qu'on mène sur le sol ukrainien. Écoutez, je pense que maintenant, il y a beaucoup de doutes dans l'entourage et de l'administration du président Vladimir Poutine. Il doit élaborer la version officielle. Mais en préparant cela, il doit faire un peu des pas pour montrer à la société russe que tout va bien. Parce que si ils ne font pas ces pas, ça veut dire quoi? C'est que vous avez remarqué, le pont n'était pas bien gardé. Ça veut dire que chacun n'est pas en sécurité. C'est un grand chaos. Tout est volé. Vous savez que les Russes, ils connaissent bien que tout est volé. Ils connaissent bien la vérité dans l'heure. Mais c'est toujours sur le presse de peur de comment dire, cet état que ça ne me touche pas. Je suis loin, je voudrais être stable. Mais ça vit entre deux. Et même ce matin, vous savez que il y avait deux artistes qui sont publiés vidéo d'une chanson qui s'appelle Est-ce que les Russes veulent la guerre? Cette chanson est super populaire à partir de la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens bien, mon enfance, on la chantait avec ma mère le 9 mai, ou le jour du 9 mai était jour de tristesse et de mémoire de nos proches. Et après, Poutine changeait le sens de cette chanson, on peut répéter. Les Russes ne veulent pas la guerre, mais on peut répéter. Mais c'est pas la même chose. Et c'est juste ce matin, c'est déjà 7 mois après le début de la guerre, où des Russes ont commencé à faire petits pas, même peut-être chanter ou faire quelque chose. Ils ne sont pas trouillables des Russes, mais c'est vrai que ça vient de notre histoire. Ils ne sont pas solidaires entre eux. Ils ont peur de chacun. Même vous savez que j'observe toujours la communauté russe ici, comme on vient sur les manifestations, et les gens viennent à nouveau. Tout d'abord, ils s'isolent comme ça. Ils regardent les gens autour d'eux, quelqu'un parle russe, ils regardent comme ça. Et c'est vraiment, on a besoin le temps pour se connaître mieux, pour organiser ces liens. Mais ça, c'est la société russe, notre histoire. Et bien sûr, Poutine doit montrer qu'ils ne sont pas en danger par ce moment où le pont explosait. Il pense maintenant quoi faire, comment expliquer ça. Voilà donc pour la réaction russe. Qu'en est-il de la réaction américaine? Justement, on est en ligne avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Paris-Assas. Bonjour à vous déjà. Hein. Il est encore assez tôt aux États-Unis en revanche, donc ça peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu encore de réaction. Pour autant, quel type de réaction on doit s'attendre selon vous? Mais en effet, il y a très peu de réactions, mais tous les journaux en parlent. Et là, il y a un mot qui sort très fortement de l'ensemble des réactions médiatiques pour l'instant, c'est le mot humiliation. Poutine aurait été humilié, vous l'avez dit et redit, ce pont, le pont Kerch, qu'on appelle le pont Poutine, est un pont qui était très fortement connoté comme étant la gloire de la Russie, qui avait donc raccroché la Crimée physiquement à la Russie. Alors là, on peut se poser 2-3 questions quand même. Il y a une semaine, on a eu l'annexion de 4 provinces avec la Russie, puis la Douma a voté, puis les décrets ont été signés. Poutine nous avait promis le bruit et la fureur en réalité, si jamais un seul soldat passait une botte dans ces territoires. Et depuis, on voit qu'il ne se passe rien alors que tous les jours, on commente l'avancée des forces ukrainiennes. Première surprise. Mais là, c'est encore plus étonnant puisque on n'est plus pour Poutine, comme le disait Nadejda tout à l'heure, on est en territoire russe pour Poutine, puisqu'on est en Crimée, et on est même plus que ça, on est dans les eaux territoriales russes en 2018, alors que les Russes attaquaient des bateaux ukrainiens, ils leur tiraient dessus, puis ensuite ils les remorquaient, en disant qu'ils étaient passés, puisqu'ils passaient sous le pont de Kerch justement, ils passaient dans les eaux territoriales russes.
Et là, il n'y aurait donc pas de réaction, il y aurait simplement une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Pardon, mais moi je suis obligé de vous parler de mon étonnement devant ce qui est en train de se passer. Et alors je raccroche tout ça à une parole qu'il y a eu il y a 24 heures, quand le président Biden a annoncé qu'il pourrait y avoir l'Armageddon si jamais Poutine faisait le mauvais choix. Et tout d'un coup, je trouve Poutine très calme, très mesuré en tout cas. On parle beaucoup de ce calme sur le plateau et je me demande si Biden n'était pas simplement averti de cette opération et n'avait pas fait du préventif en avertissant Poutine, quasiment les yeux dans les yeux, que l'Amérique réagirait et qu'elle réagirait fortement, puisque même une arme tactique ou chimique pourrait entraîner une réaction qui en entraînerait une autre et qui ferait la destruction du monde. Or, avec une action aussi symbolique et forte que la destruction du pont de Kerch, il ne se passe rien. Vous me faites une transition parfaite, puisque j'allais vous demander si jamais il est avéré que ce sont les Ukrainiens qui sont commanditaires de tout cela, et si bien sûr voilà, tout cela venait à être confirmé, est-ce qu'il est possible que les États-Unis, quelque part, soient un peu fâchés que l'Ukraine ait commis une opération un peu de son côté et que, voilà, justement, ça complique un petit peu toute l'affaire diplomatique? On me dit dans l'oreillette qu'on doit justement vous laisser, mais vous restez bien avec nous, Jean-Yves Brana, parce que vous allez avoir l'occasion de répondre à cette question dans un instant. Vous restez bien avec nous parce qu'on va justement voir quelle est la réponse américaine à apporter à cela et si cette attaque sur le pont de Kerch est justement de nature à poser problème sur le plan diplomatique. À tout de suite. Retrouvez votre